Bonjour. Merci d'être là. J'avais promis à mes intervenants que c'était un sujet qui allait intéresser plein de monde. Donc je suis contente que dès ces premières minutes, il y ait déjà pas mal de gens devant moi pour tenir ma promesse. Donc aujourd'hui, on va parler de l'habitat participatif, mixité et inclusivité. Ça va être important déjà de définir bien les termes là-dessus, puisque c'est pas forcément très clair pour tout le monde. On va globalement avoir un temps de présentation d'une demi-heure à peu près, et l'idée c'est qu'après vos questions viennent nourrir la suite des échanges, d'avoir de la place et du temps pour ça. Donc je vous invite à bien penser au fur et à mesure de nos échanges à vos questions. Vous aurez le temps de les poser après. Du coup, je vous laisse vous présenter un petit peu. Voilà. Ouais. Anne-Laure Nicolas, conceptrice et co-coordinatrice du PTCE Écodomaine Le Bois du Bard à Mélionec dans le Creuse-Braise, qui est le centre Bretagne pour ceux qui ne connaissent pas. Bonjour. Ah non, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça, faut toucher le menton apparemment. C'est très agréable. Irma Leroy du Pays de Redon. Donc moi je suis en création d'activités pour le développement des habitats participatifs adaptés au vieillissement dans le Pays de Redon, donc c'est un petit peu plus au nord d'ici. Merci. Moi, je suis Olivier Sansetti, je suis accompagnateur de projet Habitat Participatif au sein de l'Éco-Habitant, une association qui est basée à Nantes. Et je suis administrateur des réseaux de l'habitat participatif, donc Habitat Participatif France, et son pendant régional Habitat Participatif Ouest, donc qui part du Mans pour aller jusqu'à Brest, couvre les deux régions. Et voilà, donc je suis à la fois militant et accompagnateur professionnel, voilà, depuis pas mal d'années, depuis le milieu des années 2000. Voilà. Merci. Et donc moi c'est Lola, je suis bénévole à Mont-Léger depuis 1 an. Et je suis aussi salariée à Bruded, qui est un réseau d'élus locaux en Bretagne et en Loire-Atlantique. Et je suis porteuse de projet d'un habitat à Mont-Léger, donc les Alouettes, qui sont très nombreuses ici, et qui est un projet qui est accompagné par Mont-Léger également. Donc voilà, avec plusieurs casquettes. Parce que ce projet-là, on a aussi un projet d'habitat avec un hébergement d'urgence. Donc c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, ces questions de mixité et d'inclusivité. Je vais peut-être laisser d'abord l'un ou l'une d'entre vous définir ce que c'est que l'habitat inclusif, cet habitat participatif un peu spécifique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que Irma, peut-être tu veux prendre la parole là-dessus? Du coup, l'habitat inclusif, c'est un terme qui vient de la loi Elan 2014-2018. Je confonds toujours l'autre. Et donc, c'est pour définir des habitats regroupés pour des publics spécifiques, à savoir les personnes handicapées et les personnes âgées. Et du coup, la particularité, c'est qu'il y a des espaces partagés. Donc, souvent, c'est une salle commune, communément aujourd'hui. Et il y a un programme en fait de vie sociale. C'est vraiment ça, c'est des espaces communs, des habitats regroupés autour et un projet de vie sociale au sein de l'habitat partagé quelque part, mais ça reste quand même dans la sphère plutôt du médico-social. C'est plutôt des choses qui sont assez médicalisées, qui sont très classiques dans leur forme, et les habitats peuvent être assez alternatifs, mais la plupart du temps, ça reste quand même ce qu'on appelait autrefois les foyers logements. C'est peu exotique, quoi. Je sais pas si j'ai fait le tour. Oui, en fait, pour compléter juste rapidement, c'est pas des formules participatives en fait. On fait des programmes d'habitat pour les handicapés et pour les personnes âgées avec un projet de vie et donc un projet de vie sociale. Mais là, on va croiser deux choses. On va croiser les démarches participatives où les gens s'emparent d'un projet de vie et donc dont ils font un projet immobilier, et puis des projets, des programmes qui sont faits pour des gens auxquels ils peuvent être associés, mais généralement ils sont associés une fois que c'est fait, quoi. Voilà. Et du coup, ma première question, ce serait, donc pour vous, c'est quoi votre rapport à cette question de l'habitat participatif, inclusivité, mixité? Comment vous en êtes arrivé à être présent ici, à être invité par Mont-Léger pour venir parler de ça?
Alors, c'est vrai que moi, j'ai la casquette habitat participatif. Donc, on a depuis le début la question des mixités qui s'est posée à nous, et notamment la mixité intergénérationnelle. Donc effectivement, on peut regarder cette notion. Moi, je n'utilise pas tellement la notion d'inclusion, hein, j'utilise plutôt la notion de mixité, mais bon, peu importe. Cette question de comment on met ensemble des gens assez âgés, des gens plus jeunes, quelles sont les conditions d'un vivre ensemble qui permettent effectivement, dans des différences de rythme, des différences de vie quotidienne, et en même temps des choses qui peuvent être complémentaires. Des retraités qui ont plus de temps, des jeunes qui ont plus d'énergie. Enfin voilà, il y a des mariages qui se font assez bien, mais il faut quand même le penser. Voilà. Et on va sûrement en rediscuter après sur cette manière de faire, peut-être des retours d'expérience. On doit vous donner quelques retours d'expérience. Ceci dit, de plus en plus, on voit venir avec les années, de plus en plus, la demande de retraités pour se dire de ne pas habiter seul, j'ai des logements trop grands, j'ai un logement trop grand, j'arrive à la retraite où j'y suis déjà, pourquoi pas me projeter dans un lieu de vie où on va partager des choses, on met en place des solidarités de voisinage. Et donc quand on commence à une réunion dans un territoire sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on a beaucoup de retraités qui viennent. Et donc de plus en plus, quand on fait nos rencontres nationales ou régionales sur le sujet, on a pas mal de retraités qui sont là. C'est un peu le contraire ici. Ici, on a plus de jeunes. Voilà, donc il y a une appétence, mais c'est aussi certainement lié aux moyens. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un bien, vous pouvez éventuellement investir dans un logement. Quand vous êtes plus jeune, vous n'avez peut-être pas suffisamment d'argent de côté. C'est compliqué d'investir. C'est même compliqué de se projeter. Peut-être que voilà, des formules plus légères sont plus adaptées. Donc il y a cette question-là, la question de la mixité, des formes d'habitat peut être aussi une question qu'on peut se reposer. Enfin voilà, donc la question du vieillissement, elle est de plus en plus prégnante. Et donc au niveau du réseau de l'habitat participatif, on a lancé un programme d'action pour soutenir et réfléchir, anticiper ces questions du vieillissement dans les programmes d'habitat participatif. Voilà. Après, on parlera d'autres formes de mixité peut-être, mais on peut déjà passer la parole. Alors pourquoi je suis là moi parce que y a Coralie de la coopérative Oasis qui m'a dit ce serait bien que tu interviennes. Alors moi tout de suite j'ai quasiment pleuré devant mon ordinateur. Je suis jamais intervenue devant une salle moi c'est que en fait je suis porteuse de projet à la base d'un habitat participatif adapté au vieillissement. Je l'appelle pas inclusif du coup. Et en fait, en faisant mon étude de marché sur le pays de Redon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de personnes ressources localement. Les gens vont sur Nantes ou Rennes pour se faire accompagner et qu'il y avait un fort besoin d'offres de logements spécialement pour les seniors. Pour tout le monde, on est d'accord, mais notamment pour les seniors, surtout des personnes qui ne veulent pas finir leur vie en EHPAD, qui ont une maison trop grande, qui ont un petit bémol de santé, mais se sentent tout à fait bien dans leur vie. Et du coup, moi, c'est la démarche participative qui m'intéresse dans ces questions d'habitat inclusif, de mixité et tout ça. C'est comment en fait on fait un peu à la carte, comment on travaille avec les habitants, comment on repère les besoins. Et c'est tout ce chemin en fait que je trouve intéressant et après ça va tout seul. Du coup, moi je viens partager mon expérience puisque le Bois du Barde a 12 ans et que le cofondateur, le père de mes enfants, a un handicap cognitif à 80% suite à une rupture d'anévrisme, et comment pendant ces 12 dernières années, il a pu avoir sa place à certains niveaux dans les instances de gouvernance et comment on l'accompagne là-dessus au quotidien. C'est aussi le fait que je sois mère de 3 enfants neuroatypiques, dont une qui a un TDA, trouble du développement de l'attention, et qui est Asperger. Donc je suis l'aidante de 2 personnes en situation de handicap. Et je suis aussi neuroatypique, et la plupart des gens qui passent au Bois du Barde le sont. Et comment, en fait, aujourd'hui, on arrive, dans notre expérience, comment on inclut tout le monde, en fait. Au-delà il y a le père aussi de Gilles qui habite sur le lieu, mais qui ne fait pas partie du collectif, parce qu'il a 84 ans. Et même s'il ne fait pas partie du collectif, en fait, tout le collectif prend soin de lui, en fait. Donc voilà, c'est comment on prend soin les uns des autres et comment on s'organise malgré nos différences. Et ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est parce qu'on a tous nos propres spécificités au-delà d'un handicap, au-delà d'une situation aussi quand on vieillit et tout ça. C'est qu'on est tous handicapés de quelqu'un et que comment en fait on fait avec ça dans le quotidien, en fait, comment on s'organise.
et comment on arrive aussi à poser ses limites. Par exemple, là, cette année, moi, j'ai commencé une mise sous curatelle du père de mes enfants parce qu'au niveau de l'administration, j'en peux plus, quoi. Ça fait 13 ans que je l'accompagne et au moins, aujourd'hui, je vais être aidée et soutenue dans ce rôle-là, quoi. Et parce que là, j'ai enfin posé une limite, quoi. Donc voilà, je suis là pour ça. Pas poser des limites, hein. Merci. Du coup, Irma, tu disais que tu n'utilisais pas toi non plus ce terme d'inclusif. Tu parlais de vieillir, de vieillir autrement, Ouais, j'ai appelé ça comme ça, mais c'est temporaire. D'accord. C'était global. Est-ce que c'est parce que ce terme d'inclusif, il porte quelque chose que toi, t'as pas envie de porter, notamment par rapport à la loi Elan et la définition qu'il peut y en avoir un peu plus législative? Alors la définition, effectivement, elle est restrictive, mais bon, après, on peut faire la tambouille avec. C'est plus que là, moi, j'accompagne des collectivités, des porteurs de projets d'habitat inclusif ou participatif et des habitants ou des groupes d'habitants, plutôt seniors pour le coup. Et ces personnes, elles ont des envies de projets complètement divers et du coup, réduire à l'habitat inclusif, je trouvais ça pas très cohérent. Merci. Du coup, on était donc il y a également Jean-Luc Chénaud qui était censé être présent parmi nous et qui a lui écrit un livre pour en finir avec l'habitat inclusif, donc un peu provocateur. Est-ce que l'un de vous serait partant pour essayer de défendre un peu ce point de vue de pourquoi est-ce que l'habitat inclusif c'est pas quelque chose vers lequel on aurait envie quelque chose qu'on aurait envie de promouvoir? C'est comme ça, voilà. J'ai aussi parti d'un retour d'expérience pour essayer de faire le distinguo. J'ai été interpellé par un collectif de citoyens au sud de Poitiers, il y a quelque temps, qui sont venus à un atelier qu'on avait fait à Angers autour des coopératives d'habitants, donc un modèle de l'habitat participatif. Ils venaient au contact des démarches de l'habitat participatif. Ils avaient repéré un peu le mouvement. Ils étaient passés au Recompte de Nantes en 2018. Enfin, voilà. Ils avaient un projet donc via une association de monter un village senior qui était aussi le projet de la mairie, qui était dans le programme de la mairie. On a commencé, donc ils nous ont demandé si on pouvait faire une offre d'intervention pour les accompagner. Donc on a commencé à travailler avec eux et finalement on s'est aperçu que la démarche de la plupart des personnes de l'association intéressées par le montage du village senior, c'était pas de co-concevoir les habitats, de monter un projet de vie collective, de faire de la mixité générationnelle, voire de la mixité sociale. C'était qu'on fasse pour eux. Donc à un moment donné, on a essayé de mettre sur les rails l'approche urbanistique du projet, les enjeux de densité, tout ce qu'on veut. Donc on a conseillé la mairie sur la programmation. Côté habitant, on a fait des ateliers où on s'est rendu compte que le volet participatif était peu pris en main, qu'il y avait une attente plus d'être sur un format de livraison, et puis ils diraient oui si ça leur correspond ou pas. Mais voilà. Donc du coup, pour nous, c'était plus participatif. Donc c'était un peu... Voilà. Par contre, dans les démarches participatives, et on en parlait avant, c'est vrai que parfois il est compliqué pour des gens d'un certain âge de se projeter, d'autant que c'est des projets qui peuvent être un peu longs, parce qu'on part de la recherche d'un terrain jusqu'à la livraison, ça peut prendre quelques années. Il y a peut-être quelque chose à imaginer où on permet aux gens de rentrer dans le dispositif sur peut-être en fin de livraison, peut-être il y a sûrement des chemins intermédiaires à trouver, mais nous, de notre point de vue, ce qu'on préconise, c'est plutôt les mixités intergénérationnelles et sociales quand on peut, et parce que le vivre ensemble au quotidien, être qu'entre vieux, moi personnellement, ça m'attire pas beaucoup. Et là où on a des retours d'expérience d'assez longue durée comme au Québec, on s'aperçoit qu'on vieillit mieux dans des projets collectifs où il y a toutes les classes d'âge. Voilà. Oui, je dirais aussi que ça correspond quand même à un public. En fait, l'habitat inclusif, c'est pas genre les pattes 2.0, c'est quand même ils ont poussé un peu le truc, et ça correspond à un public justement un peu plus âgé qui est en transition dans son modèle et qui a besoin d'un sérieux coup de main, voire de quelqu'un qui lui dise un peu où aller, tout en prenant en compte ses spécificités. Donc c'est quand même assez sympa.
Qu'est-ce que je veux dire par rapport à... Oui, l'accompagnement, en fait, il y a quand même des cycles de sensibilisation où, en fait, on recrute effectivement des futurs potentiels résidents. Donc, c'est pas ouf, mais il y a quand même une démarche d'aller vers et de respecter le libre choix d'habiter. Enfin, c'est ce que défend l'habitat inclusif. Et les personnes qui accompagnent ont quand même une formation en ingénierie sociale. Enfin, c'est pas du management business. Enfin, il y a ce pendant-là, mais c'est pas, on peut pas mettre tout le monde non plus dans le même panier. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. On peut mentionner qu'il y a des organismes à but non lucratif. Donc, moi, je connais Acopa à Nantes et Apicop. Donc Apicop, c'est plutôt sur le volet handicap et Acopa, c'est plutôt sur le volet personnes âgées, qui sont des coopératives, des structures à but non lucratif et qui montent des projets d'habitat partagé. Donc il y a des gens très bien qui bossent là-dedans, mais voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, j'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas comment il traite ça. Moi, je vais parler en tant qu'habitante d'Écolieu, forcément. C'est qu'est-ce qu'on... Enfin, parce que souvent, moi, dans les porteurs de projets d'habitat collectif, en fait, il y a vraiment cette envie d'inclure les gens, tous. Mais comment, d'une utopie rêvée, en fait, on le fait concrètement sur le terrain, parce que ça vient vraiment frotter aussi chaque individu dans ses propres limites. Et moi, ce à quoi j'ai à cœur, en tout cas, c'est comment on accueille l'autre. Je vais me répéter, je pense, pendant toute la table ronde, mais en tant que personne, parce que ça soit une question de genre ou de sexualité ou au-delà d'un handicap et tout, les questions de genre aussi sont souvent posées dans les lieux aujourd'hui, mais c'est comment, en fait, j'accueille l'individu qui est en face de moi comme il est, en fait. Comment j'accueille son essence, son âme, son être, en fait. Quelle que soit la différence qu'il peut poser avec moi en tant qu'individu. Et c'est là où, pour moi, la notion d'inclusivité, elle est naturelle, en fait, finalement, puisqu'on est dans l'accueil de chacun comme il est là. Et que du coup, c'est plus se rejoindre sur des questions, comme j'ai un peu dit ce matin, mais vibratoires. Moi, je le vis comme ça. Il y a des gens avec qui ça va pas passer, ça passe pas. Et puis, il y a des gens, au contraire, je vais avoir envie de me rapprocher, quoi. Et c'est là où cette personne-là, je vais l'inclure dans mon lieu, dans mon cercle, en tout cas, voilà. Généralement, donc un projet d'habitat participatif, quelle que soit sa forme, c'est un projet de vie. On va donc formaliser un projet collectif. Et quand les groupes projets formalisent un projet collectif, donc ça vienne d'un collectif qui se crée et qui ensuite va chercher son lieu, ou que ça vienne d'une politique de l'offre, une politique publique qui propose des terrains pour faire des habitats participatifs. Il y a quelques agglos en France qui le font. C'est Strasbourg qui était pionnière, mais maintenant Nantes le fait, Rennes le fait, etc. On va passer par une phase de comment on veut vivre ensemble, et c'est là où va se poser la question de l'ouverture. Donc c'est quoi la raison d'être, c'est quoi les mixités qu'on envisage, c'est quoi la charte de vie, c'est quoi les valeurs qu'on veut essayer de partager, c'est quoi la bienveillance qu'on met en œuvre. Donc il y a toutes ces questions là qui se posent, et ils sont effectivement inclusifs par nature. C'est des projets ouverts, sinon ça n'a pas beaucoup de sens de faire des projets fermés. Voilà. J'appellera ça autrement, des communautés, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais au final, dans la réalité des projets qui se construisent, on se retrouve quand même beaucoup, malgré cette envie de vivre ensemble qui est à l'origine de l'habitat participatif, je pense, parmi nous tous et toutes, on est porté par cette envie de construire ensemble, de vivre ensemble. On se retrouve quand même dans de l'entre-soi, et on en est l'exemple également quand même aujourd'hui, où on peut, en se regardant vite fait, voir qu'on est tous très semblables, avec quelques petites différences qui sont, je trouve, minimes. Et comment on peut expliquer cette différence, du coup, donc plus dans le côté mixité, que ce soit on peut définir un peu la mixité. Il y a la mixité de genre, la mixité culturelle, sociale, générationnelle. Ouais, tu as raison, on n'a pas encore réalisé la mixité culturelle. Je pense qu'effectivement, il a fallu défricher, il a fallu montrer que c'était possible, il a fallu rassurer, il a fallu négocier. Donc effectivement, peut-être les prochaines étapes, ça va être comment on va au contact des gens. Donc hier, la maire de Plessé disait qu'ils avaient construit leur programme citoyen en allant taper à chaque porte et en rencontrant tout le monde.
Peut-être qu'effectivement, soit vous donnez envie d'aller vers les projets alternatifs et vous supposez que des gens vont faire des pas de côté. Il y a plein de gens qui ne le font pas. Donc, est-ce qu'on va aller au contact? Est-ce qu'on va aller voilà. Donc, nous, on a une autre action en cours qui est de travailler dans les quartiers populaires. Il nous semble qu'il y a une énergie dans les quartiers populaires autour de la résistance parfois aux rénovations urbaines, par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Enfin, il y a plein de problèmes. Et à partir du moment où ils se mettent en mouvement, ils commencent à exprimer des besoins, à exprimer des attentes, à revendiquer des choses. Peut-être que des projets collectifs, alors c'est pas forcément de l'habitat, ça peut être des formes de tiers-lieux, on n'appellera pas ça tiers-lieux, mais peu importe, des espaces à partager. Les formes importent peu, mais à partir du moment où il y a une dynamique qui se met en œuvre, ça peut être un terrain intéressant pour formaliser des projets. Voilà. Et donc on est en train d'essayer de travailler là-dessus. Moi, je retiens aussi la mixité sociale parce que nous, forcément, en 12 ans de création de lieux, on a vu le mouvement des oasis, parce que nous, on s'est inscrit en 2014, se développer, par exemple, et voir la forme qu'il prend aujourd'hui. Ou même des lieux se créer aussi avec, et c'est dans leur charte et je n'ai aucun jugement pour ça, mais avec des enveloppes assez conséquentes à poser sur la table tout de suite, quoi, 150 000, 200 000 euros, et que du coup forcément il y a une partie de la population qui n'a pas ces fonds-là financiers, qui ne pourrait pas, ou en tout cas dans leur imaginaire, avoir accès à ce mode de vie. Donc là, c'est pas dans notre partie habitat dans le quotidien, mais nous aussi, notre raison d'être, c'est la transmission, alors des transitions, alors c'est un gros mot, hein, c'est un peu fourre-tout, mais c'est comme ça qu'on l'a choisi. Et on travaille de plus en plus, parce que nous, on est issus de l'éducation populaire, et c'est très ancré dans notre ADN, avec les publics qu'on dit éloignés, hein, c'est comme ça dans les appels à projets, des transitions, et on travaille notamment avec la coopérative jeunesse des Mureaux, par exemple, où là, on est en train de mettre en place des partenariats avec ATD Quart-Monde pour emmener ces changements de paradigme aussi, comme tu évoquais, de pas forcément, ils vont peut-être pas forcément vivre en habitat collectif, mais en fait, en tout cas, de se dire que c'est aussi fait pour eux, quoi. Il y a aussi un super documentaire qui s'appelle Douce France, pour ceux qui l'ont peut-être vu, de Geoffrey Quénon, qui est vraiment extraordinaire par rapport à ça, quoi. Enfin, voilà, c'est ça qui me venait quand on parlait de mixité. Et puis, moi, je dirais qu'il faut sensibiliser d'une, le grand public, mais surtout en avant-première, on va dire, les collectivités. Parce que c'est aussi elles qui ont pas ce pouvoir, enfin si, quelque part, aujourd'hui, c'est peut-être ce pouvoir, mais qui ont le foncier aussi, oui, mais le contact avec les habitants, qui donnent un peu la couleur à leur commune. Je parle pas de couleur politique, pour le coup. Quoique, du coup. Et en fait, sensibiliser au fait que l'habitat participatif, c'est pas un truc de youloulou, enfin un truc de hippie, tout ça, mais c'est aussi juste des valeurs, une manière d'habiter qui est plus cohérente, etc. Et en fait, on le voit avec le climat et tous les grands textes qui sont dans les petits papiers. En fait, demain, même aujourd'hui, il faut habiter autrement. Donc à un moment, elles savent déjà que l'offre de logement, pour n'importe quel public demain, sera collective. Avec des habitats individuels, mais des espaces mutualisés. Et du coup, juste, faut foutre un peu du carburant pour que ça aille plus vite, quoi. Eh ben, j'ai plein d'autres questions, mais je vais aussi vous laisser en poser. Donc, je vais en faire une dernière qui est l'habitat léger là-dedans. Quelle est sa place dans cette question qui se pose sur l'inclusivité et la mixité? Est-ce que pour vous ça apporte, c'est une solution potentielle ou pas forcément? Alors nous on a été jusqu'à 12 à vivre ensemble. Là le collectif s'est réduit à 6 et il y a des familles qui sont en cours d'inclusion. Et du coup, on est en cours de poser une pastille stécale. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, mais j'imagine que oui, si vous êtes là. C'est en fait sur une parcelle cadastrale identifiée, en fait, il y a possibilité de mettre des habitats légers dessus à l'année. Donc, nous, on a une yourte, un dôme géodésique, on a une tiny aussi. Et nous, en tout cas, là-dessus, on s'appuie sur nos... Enfin, je répète, j'ai l'impression de répéter. Nos 12 ans d'expérience, parce que en fait, nous, on a une grosse activité économique et on est en zone de revitalisation rurale, ce qui fait que notre activité économique est pleinement ancrée sur notre territoire. On a beaucoup de partenariats et on participe vraiment à l'économie du Creuse-Braise. Et ce qui fait que pour nous, c'est important d'aller poser une pastille stécale parce qu'on a ce poids
économique sur notre territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la plupart de ceux qui arrivent. Des fois, ils ont juste acheté une parcelle, puis ils mettent des yurts dessus, et puis en fait, ils sont pas du territoire, ça c'est pas grave, mais ils sont pas encore ancrés sur le territoire, parce que leur priorité, c'est de se loger, en fait. Donc c'est un peu un cercle vicieux, j'ai envie de dire. Donc c'est complexe pour eux. Donc nous, on se doit politiquement, c'est comme ça qu'on l'a posé au sein de notre collectif, d'y aller. Et on a cet avantage que nous, on est encore sur la carte communale, en fait, et que le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunautaire, est en cours de discussion. Donc, en fait, on peut vraiment se positionner là-dessus et ça nous permet d'avoir cette souplesse-là, en tout cas. Voilà. Alors, nous, on est en dialogue avec l'Habitat Léger depuis un moment. Moi, je connais bien Paul de Halem, par exemple. Voilà. Côté Hameau Léger, c'est pareil. On est en contact. Donc là où on peut intervenir pour... la demande de toute façon elle est là, voilà, dans les projets d'habitat participatif, les gens viennent et puis certains parlent de tiny, de yurt. Voilà, donc la demande elle est là, on l'a repérée depuis un moment. On sait qu'il faut des solutions alternatives moins onéreuses parce que voilà, s'il faut mettre tout de suite 100 000 ou 150 000 euros sur la table pour rentrer dans un projet, et c'est souvent le cas, et en ce moment les prix ayant explosé, les taux d'intérêt qui remontent, etc., c'est encore plus vrai qu'à 2 ans. Donc voilà, donc ça devient une nécessité de fait, et donc ça participe de la mixité aussi, c'est-à-dire la forme d'habitat permet, voilà, donc on va pas expliquer ça aux gens qui sont ici, hein. Mais donc à partir de là, dans nos plaidoyers au niveau tu parlais des collectivités, donc dans nos plaidoyers avec les collectivités, évidemment ça fait partie du plaidoyer. C'est-à-dire on a commencé par demander du foncier parce que le foncier privé, notamment sur les agglos, était trop cher, était inaccessible. Donc on a commencé à vouloir rentrer dans les programmes, dans la programmation urbaine. On est allé aussi sur sensibiliser les bailleurs sociaux, les organismes HLM par rapport au public qui est éligible aux logements sociaux. Ça pose plein de problèmes réglementaires, on n'a pas fini le boulot, mais ça en fait partie. Et l'habitat léger, ça fait partie aussi de notre plaidoyer, du plaidoyer qu'on doit partager, quoi. Donc de ce côté-là, là on est sur le territoire de la CCEG, le PLU est en révision, il y a un PLH également, pour certains qui le connaissent, il y avait le problème du 104 et des 2 yurts au nord de Nord-sur-Erne. Donc voilà, on suit ces affaires-là et on appuie pour qu'il y ait une ouverture. Et je sens, en tout cas sur le 44, sur le 35, on sent que ça ouvre. Ça commence à ouvrir, ça peut rentrer dans les PLU, dans les PLH, que ces formes-là ont leur place dans les différentes formes d'habitat, quoi. Oui, pour les habitats légers, moi, avec le public plutôt senior que j'accompagne, en fait, je vois pas de problème, à part peut-être les représentations qu'ils en ont. Mais clairement, c'est pas leur priorité. Ils cherchent un logement adapté, intermédiaire, voilà. Mais c'est pas, ils se disent pas, tiens, je vais faire de l'habitat léger, ça c'est génial. C'est pas leur priorité, quoi. Du coup, est-ce que certaines d'entre vous ont des questions à poser? Donc, il faudra venir la poser au micro pour qu'on l'entende pour l'enregistrement. Du coup, je peux venir s'apporter. Ouais, ou des gens qui veulent partager aussi des expériences, des témoignages sur cette question. Ouais. Bonjour, moi j'ai une question. J'ai un projet autour de Lorient. Je voudrais mettre en place en zone urbaine, périurbaine pour répondre justement au maximum de personnes, le plus de classes possible. Et l'idée, c'est justement d'aller vers l'inclusivité, les personnes âgées, retraités, familles monoparentales, les sans-abri, de vraiment avoir que ce soit accessible à tout le monde. Et là, les questions il y a plein de questions qui se posent. Pour les personnes âgées ou les personnes mobilité réduite, handicapées, est-ce qu'il faut forcément quelqu'un qui aurait l'apport, le soutien médical sur place ou pas? Après, toute question aussi pour que l'habitat réversible soit classé en tant que logement social. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des solutions déjà? Moi, j'avais compris que c'était par rapport à la surface du logement qui a un prix qui est fixé dessus, sauf que pour un habitat réversible qui est forcément plus petit, est-ce que c'est les mêmes règles qui s'appliquent? Voilà. Merci. Oui, je peux te répondre sur le logement social. Aujourd'hui, un habitat léger réversible ne peut pas être classé logement social.
voilà, peut-être demain on pourra le faire, mais aujourd'hui ça correspond pas aux normes. Donc voilà. Donc mais de fait peut-être de son prix, de son côté moins onéreux, peut-être qu'il est social par définition, j'en sais rien, mais voilà. Sur la question des services à la personne, la question des services aux personnes, ça tout dépend où ça se passe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui ont imaginé qu'effectivement il y aurait dans les espaces partagés, il pourrait y avoir un studio pour un aidant. Voilà, il y aurait les projets mettraient en place des solutions par rapport à leurs besoins liés au vieillissement. Mais si tu es en périurbain et que tu es proche d'une maison médicale, voilà, la question ne va pas être la même. Dans mon histoire de village senior en Poitou, l'implantation du projet était proche de l'EHPAD et des services médicaux qui étaient associés. Donc tout ça, ça a fonctionné, quoi. Donc après, c'est à voir en fonction de l'environnement, quoi. Et juste pour une personne... Juste un petit truc à rajouter, comment ça fonctionne, je ne sais pas encore. Ouais. Alors du coup, pour répéter, donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a en effet un projet avec un bailleur social à Saint-Brieuc, c'est ça ? Grand-Champ, pardon. Près de Vannes, rien à voir. Et je pense aussi d'ailleurs, donc je connais pas très bien le projet, mais que Amolégé a un projet en partenariat avec un bailleur social pour Saint-Aubin-du-Cormier. Donc il y a des choses qui sont potentiellement en train de se construire progressivement. Et moi, c'est nul, je connais ce projet, mais je sais pas du tout répondre à ta question. J'ai pas l'info. Non, juste pour des personnes à mobilité réduite, entre guillemets, on compte à peu près 300 mètres du logement jusqu'à des services de proximité. Donc clairement, déjà, en campagne, c'est absolument infaisable, sauf si, effectivement, il y a les personnes qui viennent au domicile, mais voilà, il y a quand même certaines contraintes pour la mobilité. Du coup, c'est possible s'il y a du personnel médical sur place. Moi, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à tes questions. Comment on a fait, nous ? En fait, comme nous, les gens, ils viennent... Oh, ça fait très McDo, ce que je veux dire. Ils sont atroces. Ils viennent comme ils sont. En fait, on s'adapte. Là, je pense à Gilles, qui a donc un handicap cognitif à 80%. C'est comment, suivant, là, depuis un an, il est beaucoup plus fatigué, donc du coup là il va avoir des examens médicaux parce que ça prend un temps fou. Mais comment nous on l'accompagne en fait, parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont diplômées dans le quotidien pour nous accompagner, quoi. Donc, comment nous on s'adapte à ça, comment on s'organise collectivement pour être présent pour lui. Là, on a, comme il a des problèmes de mémoire, moi depuis 13 ans, à chaque fois, je me disais, mais comment on va faire ? Enfin, j'ai jamais trouvé le truc pour qu'il se rappelle de ce qu'il a à faire dans la journée, en fait, et puis il priorise, enfin, il a sa façon de faire et tout ça. Donc, du coup, ça va pas du tout, des fois, avec ce qu'on a décidé collectivement. Donc là, en fait, on a décidé très récemment d'inclure les woofers dans son accompagnement aussi. Parce que comme ils vivent dans sa maison, en fait, il y a un tableau qui est réservé à Gilles, quoi. Et en fait, les woofers peuvent et savent en fait ce que Gilles doit faire en priorité dans la semaine. Et en fait, régulièrement, alors il y en a, ils se sentent pas du tout à l'aise avec ça, parce qu'ils ont l'impression de pas d'être flic, mais en tout cas d'être un peu supérieur. Je sais pas quel terme. En tout cas, je sens que des fois certains peuvent être mal à l'aise avec ça. Mais c'est comment chacun peut aussi accompagner l'autre, en fait, même s'il est là que de manière temporaire, quoi. Donc voilà. Aussi. C'est ça, oui, on peut faire de l'autogestion sur ces sujets-là aussi, en fait. Ouais, c'est ça. Ça répond un peu à la question. Ouais. Et si quelqu'un dans le public, si quelqu'un dans le public veut répondre sur cette question des bailleurs sociaux, n'hésitez pas aussi. Hein, vous avez sûrement des éléments de réponse possibles. C'est une bonne nouvelle en même temps, parce que c'est tellement réglementé le logement social que s'il y a une ouverture sur les tiny ou ces choses-là, c'est une bonne nouvelle. Je vais aller creuser aussi de mon côté. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ouais. Moi, ma question va plutôt concerner le facteur humain et les différences des profils qui vont devoir cohabiter ensemble. Est-ce que vous avez des outils ou des choses ? Comment vous trouvez un fonctionnement viable pour
et adapté en fait à chaque situation et à chaque enjeu, on va dire, collectif. Comment on répond à ça? Non, ouais, ça, le quotidien, ouais, le facteur humain, le PFH. Comment on s'organise? Déjà, nous, on est en sociocratie. Alors, je suis désolée pour ceux qui étaient là ce matin, parce qu'il va y avoir aussi des redites, je pense. On est en sociocratie, qui est une gouvernance partagée, notamment avec consentement mutuel. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on utilise les principes de la permaculture humaine et sociale, et que, au-delà, comme je disais tout à l'heure, d'un handicap posé, identifié, c'est comment on fonctionne les uns avec les autres, en fait. Parce que qui n'a jamais... Quelqu'un de rigoureux, en fait, est forcément travaillé dans ses limites par quelqu'un qui range rien derrière lui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, quand le responsable du bricolage, il voit qu'à chaque fois qu'il y a certaines personnes qui utilisent du matériel et qui rangent jamais rien, comment on gère ça, en fait? Parce que là, il y a une vraie différence et c'est handicapant aussi bien pour la personne rigoureuse qui doit apprendre à lâcher un minimum, parce qu'en fait, de toute façon, quelqu'un qui n'est pas rigoureux, moi, je trouve que c'est difficilement, en fait, changeable chez lui, quoi. Donc, c'est comment, individuellement, la personne qui est rigoureuse, elle va lâcher prise. Je parle d'expérience parce que je suis quand même assez rigoureuse à la base. Et la vie en collectif m'a appris à amener beaucoup de lâcher prise et de discernement à l'intérieur de moi-même, en fait. Donc, c'est aussi un travail et une remise en question individuelle de mon rapport à l'autre, parce que lui, dans tous les cas, même s'il est responsable de ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas lui le responsable en tant qu'individu. C'est l'action, en fait, qui vient m'animer chez moi, quoi. Donc, il y a plein de process aussi pour travailler, comme on disait ce matin aussi, communiquer, beaucoup communiquer les uns avec les autres et d'avoir de la clarté par rapport à nos limites et nos besoins, quoi. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que les collectifs s'intéressent souvent à la communication non violente pour mettre en place effectivement cette manière de plutôt de faire de l'injonction, enfin vous connaissez sans doute, de l'injonction sur ce que l'autre aurait dû faire ou n'a pas fait, etc. De repartir effectivement, moi dans ce qui se passe aujourd'hui au quotidien, alors on gère de tout, on gère des débats philosophiques comme des outils à ranger dans l'atelier, effectivement de repartir de soi et d'exprimer effectivement moi aujourd'hui ce fonctionnement-là ne me va pas et voilà, je suis pas en train d'accuser mais essayer de repositionner les choses et ça passe effectivement par un temps nécessaire de réunion, de mise à niveau, de mise à plat, etc. Alors ça, on l'apprend aussi au démarrage du projet, c'est-à-dire que cette technique un peu de la réunion positive où on avance ensemble et où on arrive aussi à fonctionner avec nos différentes personnalités. Alors ce matin j'entendais, bon j'étais en train de causer, j'ai vu que des bribes de discussion, mais il y a souvent des formes de personnalités qui se dégagent dans les collectifs. Il y a celui qui a la vision du projet, il y a celui qui veille à ce que tout le monde se sente bien. Enfin on a tous des prédispositions un peu particulières. Il y a des copains de l'association de Regain qui est dans le sud-est de la France qui avait fait un guide de l'habitat participatif, vous avez repéré un peu ces postures des uns et des autres, et où effectivement apprendre à comprendre un peu comment chacun fonctionne, et c'est en travaillant ensemble qu'on y arrive, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de recettes, il faut un peu de temps pour se connaître, et apprendre aussi donc comment on peut être bien dans des formes de bienveillance, et dans le lâcher prise, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que moi, tout seul, je fais comme je veux. Quand je suis avec les autres, il faut que j'apprenne à composer. Donc c'est bien une démarche. C'est une évolution personnelle là-dedans. Est-ce qu'on est prêt à y aller? C'est une question qu'on peut se poser au départ, qu'on peut travailler aussi collectivement. Et voilà. Donc il y a tous ces temps nécessaires d'ajustement, de mise à niveau. Voilà. Je m'arrête là. C'est vrai que tu parlais de sociocratie tout à l'heure, et effectivement, utiliser des outils participatifs de gouvernance partagée, mais je pense que ça vous parle à tous et toutes, c'est très aidant. Moi, je fais partie d'un collectif aussi d'habitants, enfin en habitat partagé, et clairement, il y a la moitié du groupe qui surparle et l'autre qui sous-parle. Alors, on a mis en place des outils qu'on utilise à chaque fois qu'on se voit, notamment la méthode des Legos. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ou quelqu'une. Les Legos, on a 4 Legos, par exemple, sur une réunion de 20 minutes, enfin, une décision à prendre de 20 minutes. Et on va poser un Lego par idée. Donc si on pose tous ces Legos à chaque fois qu'on dit juste « oui, moi je suis d'accord avec toi » ou voilà, des petites interventions comme ça, parce qu'en fait on parle tout le temps, on interrompt, du coup on a moins de Lego. Mais si on réfléchit à ce qu'on veut dire et qu'on se dit « bon, j'ai 4 idées, je veux les poser », du coup un Lego, une idée,
on vient vraiment apporter quelque chose et du coup, ça répartit équitablement la parole. Enfin, c'était juste pour donner un exemple précis. Donc les Lego, c'est la vie. Je veux bien rebondir avec un autre exemple d'autres méthodes, en fait. Moi, je suis hypersensible, par exemple, et du coup, il y a 2 ans, dans le collectif, en fait, on travaille malheureusement avec des drives Google. Aujourd'hui, on n'arrive pas à en sortir, mais en tout cas, ça nous aide beaucoup dans nos cercles stratégiques qu'on a une fois par mois dans le collectif d'habitants. Donc ça, par exemple, c'est limité parce que Gilles, il ne peut pas l'utiliser. Donc il y a quelqu'un du collectif qui prend le temps avec lui de voir tout ce qui est mis à l'ordre du jour pour qu'il puisse avoir les infos. Mais il y a 2 ans, on a décidé que de ce drive-là, on ne pouvait plus rien ajouter 2 jours avant la réunion. Parce que moi, j'étais pas la seule, mais moi surtout, je pouvais avoir des montées assez fortes émotionnelles quand il y avait quelqu'un qui proposait un truc au tout début de la réunion. Et du coup, moi, je suis pour, pas le contrôle des émotions, mais l'accueil et de les dissoudre. Mais du coup, j'avais aucunement la possibilité de dissoudre mes émotions, en fait. Parce que c'était posé au début de la réunion et je commençais le cercle en bouillant à l'intérieur, par exemple. Et puis tout le monde le sentait, donc ça foutait un truc... c'était vraiment agréable pour personne. Et donc, collectivement, on a décidé que le drive... où on mettait les propositions en amont, en fait, était bloqué 48 heures avant, quoi. Et parce que la gestion des émotions aussi, on n'est pas tous égaux là-dessus, et que ça peut vraiment être très complexe dans la gestion du quotidien. Et là, du coup, vous parlez d'exemples de tolérance, de souplesse. Est-ce qu'il y a des moments où aussi la solution, c'est de poser un cadre en effet, les 2 jours avant, c'est poser un cadre, mais dans l'écoute de ces émotions-là. Est-ce que parfois, ces émotions, on dit non, là, c'est trop, stop, il faut garder ça pour soi, il faut aussi s'éloigner pour pas se faire subir ça au collectif Alors, moi qui suis très émotionnelle, pour moi, je le pose comme je le vis, en tout cas. C'est que mon propre exemple, mais pour moi, c'est impossible. Voilà. Clairement, quand j'entends des gens qui me disent « contrôle tes émotions », moi, ça me fait hurler. Ça fait partie intégrante de moi. Par contre, j'ai appris avec le temps, c'est surtout la colère qui est très éprouvante pour les autres, que moi, quand ça monte, ça pulse, et je sais qu'énergétiquement, j'en vois vraiment beaucoup de choses. En fait, je sors du cercle. Je dis là, j'ai besoin, je vais respirer 10 minutes dehors, et je respire. Effectivement, voilà, j'ai appris à dissoudre très vite, plus vite qu'avant, l'émotion qui naît, pour pas le faire subir aux autres, quoi. Et après, je reviens, en fait, dans le cercle. Mais pour moi, aujourd'hui, on est un peu pas hyposensible, mais je trouve que pour les gens, c'est difficile parce qu'on est des Occidentaux et on a l'éducation judéo-chrétienne qu'on a reçue. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans un environnement qui m'a laissé vivre mes émotions. Donc en fait, comme j'expliquais ce matin, moi j'ai très peu de filtres et du coup, voilà, je peux pleurer facilement, je peux être en colère facilement. Enfin voilà, ça sort tout seul. Et aujourd'hui, quand je vois les gens autour de moi qui c'est complexe pour eux et je ne juge pas, mais je vois à quel point ça les met en difficulté et à quel point ils sont malheureux dans ça, en fait. Et comment certains peuvent somatiser aussi physiquement et tout ça, quoi. Donc au contraire, moi je trouve qu'il faut des espaces. Par contre, on a aussi des jardins de la parole pour exprimer des choses. Voilà. C'est quand même cadré, comme tu posais dans ta question. Et on a tout un système aussi pour baliser ça, quoi, en tout cas pour l'accompagner. Et nous, du coup, on a mis en place des préparatrices de réunion, donc qui vraiment préparent les temps forts et tout ce qui est un peu vie quotidienne, qu'est-ce qu'on va manger ce midi, tout ça. Surtout pour les temps vraiment longs, mais aussi pour les réunions régulières qu'on a tous les 15 jours à raison de 4 heures par soir. Et aussi, nous, on utilise à fond les outils participatifs, toujours les mêmes, justement, sauf exception, mais pour avoir un peu ce truc de... C'est très scolaire, mais au moins, ça nous met des repères et on est sûr de pas trop déborder... de pas monter en tout cas nous ça nous aide. Est-ce que vous avez une autre question ou un témoignage ou... Ouais. Bonjour. Moi j'avais une question sur la création d'un projet. Parce que la notion de mixité, d'inclusivité me parle avec les personnes avec qui j'envisage de monter un projet d'habitat participatif ou léger, en tout cas habiter différemment. Je trouve ça déjà très difficile, parfois, d'être dans cette aventure, et je me dis d'intégrer la notion dès le départ d'inclusivité, d'aller chercher peut-être des gens des milieux éloignés, comme on disait,
Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a plutôt intérêt à intégrer dès le départ ces publics-là, ou est-ce que on choisit entre guillemets la facilité de commencer un projet, de le monter et ensuite d'intégrer en fin de parcours ce genre de public? Ouais, je vais essayer de commencer. C'est pas une question simple. Il y a différents contextes. Donc là, si tu pars du projet que tu as en tête, vous commencez à vous réunir, de toute façon, vous allez lui donner une couleur, vous allez déjà l'orienter, et vous allez peut-être définir vos limites. Vos limites en termes de... il y aura des limites spatiales, des limites financières, enfin, il y aura déjà un cadre qui va se poser. Est-ce que vous allez... et c'est à vous de décider si vous voulez ouvrir ou pas, en fait. C'est pas une obligation. Bon. Dans une démarche liée à une politique publique, la collectivité attend peut-être quelque chose. Elle va attendre de la mixité, elle va dire bah, voilà, ce terrain il est proposé et il y aura 30% de logements sociaux, voilà, on veut de l'intergénérationnel. Donc là, le cadre s'imposant, les choses vont se mettre en place, il va falloir faire avec. Donc il n'y a pas d'obligation. Il peut y avoir un projet où vous faites une réunion, vous êtes sur un terrain où on pourra mettre 10 logements ou 10 tiny ou peu importe les formes, et puis vous êtes 4, vous faites votre réunion, puis il y a des retraités qui viennent. Donc voilà, la question va se poser. Est-ce que voilà, ça va se faire avec eux ou pas? Mais voilà, ils vont avoir envie d'y aller. Vous allez composer avec eux et vous allez travailler avec eux. Donc les choses, c'est pas la peine de s'imposer des choses. Le cadre peut donner des contraintes. C'est intéressant de faire avec, mais si votre projet déjà, un projet déjà monté, c'est pas simple. Vous êtes déjà sur une démarche, il faut trouver un terrain, si c'est du léger, il faut avoir l'autorisation. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses à traverser. Vous n'allez pas en plus vous mettre des obligations. Il faut à tout prix qu'il y ait je sais pas moi, des gens d'Afrique subsaharienne ou à tout prix bon, on a fait un projet à côté de Caen, on a commencé à discuter, à rencontrer des acteurs. On s'est dit, on fera un logement pour réfugiés. Ok, c'était un point de vue de départ. Mais on a le partenaire pour porter l'opération, pour porter le logement. On le fait avec Solia. Donc voilà, tu vois. Donc il y a des choses qui sont rendues possibles parce qu'on met en place le partenariat qui le permet. Un collectif de citoyens, il ne peut pas à lui tout seul régler tous les problèmes. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus se le mettre trop lourd. Mais après... si on a envie d'accueillir des gens qui ont certaines difficultés, si on veut... les copains là, à côté de Fête Bretagne, à la Noé, ils ont prévu dans leur projet de l'accueil d'urgence. Parce qu'il y a un gars qui était éduque avant, voilà, il veut continuer il avait cette question-là, c'est un projet qui est partagé. Donc dans l'opération, quand elle sera livrée, peut-être sur des habitats légers qu'ils vont laisser, ça leur permettra de faire l'accueil d'urgence. Donc ça peut être un mineur à la rue à Nantes, ça peut être une femme battue qui cherche un logement provisoire, je sais pas, voilà, ça peut être des choses comme ça. Voilà. Je vais rejoindre ce que tu as dit. Moi, je pense qu'au départ, il ne faut pas trop se mettre la pression. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a tous envie. C'est normal, on est humain. Donc, mais du coup, déjà de constituer votre collectif, le projet peut être posé au départ. On a envie de faire ça. Mais il y a aussi la notion de temporalité, se donner le temps. Parce que quand on crée quelque chose, il y a déjà beaucoup de choses à gérer, comme tu disais, l'accès au foncier, la gestion des humains, qui prend quelle place où et tout ça. Et puis se laisser le temps à un moment de le mettre dans la matière si on veut faire de l'accueil d'urgence ou autre en fait. Moi, c'est ça que je vois. Et parce que la vie déjà elle nous amène beaucoup de complexité naturellement. Donc peut-être chérir la fluidité est là et pas de rajouter un petit peu de sable parce que malgré tout c'est une complexité en fait d'ouvrir un accueil comme ça. Donc déjà de poser les bases. Et quand les fondations elles sont bien prises, en fait, vraiment d'avancer dans ce sens-là si c'est vraiment au cœur de ce que vous voulez, quoi. Après, je dirais, si c'est vraiment dans vos valeurs premières, c'est vraiment la raison d'être du groupe, dans ces cas-là, faut y aller. Et là, il faut peut-être rencontrer des partenaires locaux qui ont connaissance de ces publics, parce que peut-être qu'en face, il n'y a pas de demande non plus, ou pas pour ce type d'habitat. Et d'aller plus loin pour rencontrer vraiment les personnes concernées, voir si c'est cohérent, si ça joue, quoi. Ouais, vous voulez venir
Oui, expérience d'élu dans l'agglomération nantaise, sur une commune qui au début des années 2000 a fait par un espace intergénérationnel et qui était une idée de départ portée par le conseil des sages de la commune, parce que la commune avait un conseil des sages méthode Kofi Annan. Et ils avaient réfléchi, visité, donc ils l'ont proposé aux élus et les élus l'ont intégré. Et du coup, on se retrouve à un espace intergénérationnel dans lequel il y a un centre d'API, dans lequel il y a des logements sociaux, dans lequel il y a un cabinet médical, il y a des services du département, différentes fonctions. Et il y a y compris des logements, ce qui permet, par exemple, pour des familles qui avaient des enfants qui étaient au centre d'API, de pouvoir éventuellement se trouver un logement à côté. Donc on a eu cette expérience-là, et notamment on avait travaillé sur ce projet avec une personnalité nantaise, le professeur Beru, qui a été le président national des gériatres et qui est aujourd'hui le président fondateur du Gérontopole. Pour ceux qui s'intéressent aux questions du vieillissement, dans beaucoup de régions, vous avez des gérontopoles qui sont vraiment des centres de ressources et des lieux importants. On a été confronté, pareil sur la commune, à un moment donné, à un besoin complémentaire. On avait l'équivalent déjà 2 maisons de retraite ou de foyer logement, on ne va pas se battre sur les termes. Donc on a eu un projet nouveau. Donc on s'est vu comment on allait intégrer dans notre politique d'urbanisme, de création de logement. J'étais adjoint d'urbanisme. On a fait un travail avec Marika Frenette, le cabinet Wigam, donc un travail participatif. On avait un conseil des sages, donc ils ont été intégrés. On avait un centre, un collectif de retraités de la commune qui ont été aussi associés. Et donc, quand on a réfléchi à ces questions-là, avec des personnes qui pouvaient potentiellement être les habitants de ce futur lieu, mais y compris des personnes justement âgées qui étaient concernées. Donc, mais par contre, quand ce genre de lieu, il faut aussitôt se poser la question de dire quels sont les acteurs, quels sont les financeurs. Donc, du coup, le département devient incontournable. On ne peut créer ce lieu que si on obtient les financements, vous voyez bien. Et puis, le deuxième point, quand on recherche le foncier, c'est de se dire, et c'était quelque chose que j'ai appris du professeur Beru, que plus on avance en âge, plus on perd, les facultés diminuent. Donc le rayon d'action physique, si on veut que ces personnes continuent à être intégrées, ça va, 700 mètres, 600 mètres, 500 mètres, 400 mètres. Donc si vous les mettez trop loin des commerces ou pas, ils n'iront pas au commerce. Donc à un moment donné, où est-ce qu'on va positionner l'établissement? C'est fondamental. Mais du coup, on a fait le choix, par exemple, on avait sur la commune 2 ZAC qui étaient en cours. Du coup, on a réservé à un moment donné un emplacement sur l'une des ZAC, ce qui du coup, et dans cet établissement, il y avait des services. Et à un moment donné, se pose la question aussi de la solvabilité de ces services qu'on vous proposait. L'un des moyens, c'était par exemple d'ouvrir, si on faisait une restauration, et là, vous voyez, le nombre de repas à faire conditionne. Et à un moment donné, comme c'était dans une ZAC qui était plus importante, vous pouviez avoir des gens qui choisissaient de venir acheter un logement ou construire un logement dans cette ZAC en sachant qu'il y allait avoir un établissement pour personnes âgées avec des services associés, vous voyez bien, de créer. Une autre remarque que je voulais faire dès que vous vous posez la question du financement, parce que ça c'est une phrase que j'ai employée des dizaines de fois, il y a autant de différences d'âge entre 30 ans et 60 ans qu'entre 60 et 90 ans. Donc j'aime pas qu'on dise les anciens, les vieux, les seniors. De quoi on parle? La réalité d'une personne de 60 ans et la réalité d'une personne de 90 ans n'est pas du tout la même. Donc on doit prendre en compte, alors on pourrait le faire, et du coup ça veut dire quand la personne qui avait 30 ans après elle a 60 ans, mais la personne qui avait 60 ans en a 90. Et on voit bien que la réalité évolue dans le temps. Donc comment on la prend en compte? Je suis sur une commune, donc 23 000 habitants, mais grande en surface, donc avec de l'habitat diffus. C'est classiquement, quand les personnes vieillissent, quand elles ont la grande maison, quand l'un des deux est décédé, ils ne peuvent plus entretenir la maison, ils vendent la maison qui est à 4-5 km du bourg pour venir habiter dans la centralité, dans les zones urbanisées, pour continuer, pour être proche des commerces. S'ils ne conduisent plus, vous voyez bien, même si on organise du taxi à la carte pour aller les chercher, venir faire des courses, etc. À un moment donné, ils ont tendance à venir se rapprocher de la centralité pour pouvoir continuer à exister. Donc cette question, quand on parle des anciens, c'est vraiment de prendre en compte cet aspect vieillissement. C'est-à-dire qu'on voit bien, pour ceux qui suivent ça, vous le pratiquez, c'est de se dire, la personne... alors, il y a des personnes qui rentrent plus tôt, il faut voir les moyennes d'âge dans ce genre d'établissement, mais à peu près, il y a des personnes qui
qui rentrent plus tard, suivant l'autonomie qu'elles ont avant. Mais je pense que du coup, et cette approche intergénérationnelle, c'est une vraie volonté, mais je trouve que ça s'intègre dans une politique plus large. Vous avez parlé tout à l'heure de logements sociaux. Je mettrai un peu de côté l'aspect habitat léger, aspect réversible. J'en dirai juste une remarque après. Mais à un moment donné, les logements sociaux, tu l'as dit, c'est très réglementé. Et ça veut dire que quand on a ces préoccupations-là, on intègre les acteurs. Enfin, notre projet, bien sûr, on s'est rapproché du département, on s'est adressé d'un bailleur social, puis pour faciliter les choses, on a pris le bailleur social du département. Vous voyez, bon, mais à un moment donné, on crée des conditions. Quand vous posiez la question, je me suis dit, tiens, si Aurélie Mézières, la maire de Plessé, était là, au même titre que, vous voyez, quand on a aujourd'hui, alors toutes les communes qui relèvent d'un plan local d'urbanisme, il y a un autre document qui est hyper important, qui est le PLH, le plan local de l'habitat, qui à la fois vous donne des statistiques sur c'est quoi votre population et comment elle va évoluer, mais vous avez par exemple, quand vous avez sur des territoires, dans votre PLU, une obligation par exemple de produire 30% de logement social. Ça veut dire que quand, à la limite, même un promoteur fait un petit collectif, il doit intégrer dans son projet 30% de logements sociaux. Je me suis dit, mais tiens, en fait, si Aurélie était là, je lui demanderais pourquoi dans les 12 ménages que tu n'as pas intégrés dans le projet d'amour à Plessé, tu n'aurais pas dit, il faut qu'il y ait trois des logements qui relèvent du logement social. Et parce que quand vous le faites, c'est-à-dire que le promoteur qui fait un immeuble et dans lequel on lui impose de mettre 30% de logements sociaux, une fois, il les crée dans le cadre de la construction, mais ensuite ces logements sont gérés par un bailleur social, vous voyez bien. Donc on pourrait à la limite, s'il y avait dans le cas d'un projet d'amour léger, c'est pas après coup, une fois que les logements étaient faits, qu'on se dit, tiens, pourquoi il y en a qui ne relèveraient pas du logement social. Mais je reprends l'exemple de Plessé, il faudra réfléchir, comment à un moment donné, une partie des lots qui vont être réservés ne soient pas confiés à un bailleur social. Et ça, là, c'est les moyens de les amener à mettre le pied, comme hier, ils l'ont fait pour l'habitat participatif, éventuellement d'intégrer ça, de se dire, grosso modo, il y a 3 lots qui sont réservés à tel bailleur, et vous devrez justement proposer des habitats réversibles dans le cadre de ces projets-là. Donc je pense qu'on peut le faire, mais regardons quels sont déjà les outils existants, les acteurs existants, et comment on les intègre, avec cette petite particularité, par exemple, qui est l'habitat léger, l'habitat réversible. Mais ce n'est pas du tout impossible. Enfin, je vous dis, je passerai un coup de fil à Aurélie Mézières pour lui demander si ce n'est pas trop tard. Je pense quand même que cette question de l'habitat social, c'est déjà, comme vous l'avez dit, beaucoup de difficultés de monter un projet, de monter un collectif. Si c'est le choix du collectif de porter ça, c'est super de pouvoir être accompagné, d'avoir des possibilités d'avoir du logement social, mais ça peut aussi apporter beaucoup de contraintes et de difficultés administratives aujourd'hui. Voilà, c'est... Et quelqu'un d'autre aussi qui viendrait avoir la main sur le collectif qui vient. Ce facteur humain, il est super important, et de pouvoir continuer de choisir avec qui on vit, c'est aussi important. Ça ne veut pas dire exclure les personnes qui sont dans cette situation de pouvoir avoir un logement social, mais de fait, en fait, il y a des personnes qui sont concernées, qui vont vivre en hameau léger sans passer par un bailleur social. En tout cas, chez nous. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions ouais. Moi, j'habite personnellement dans une petite commune de 2000 habitants. Je suis à l'heure actuelle sur une très grande maison qui va être vendue. Ça fait 3 ans que je me bagarre pour entrer sur un habitat participatif. J'ai 69 ans. Je suis trop vieille. C'est complètement fou. Dans des petites communes comme celle où j'habite, les projets sont quasi impossibles. Alors j'habite du côté de Saint-Brévin. Les prix ont terriblement augmenté sur les terrains et tout. Et ça pose beaucoup de questions sur des toutes petites communes, des gens qui habitent en pleine campagne, des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre chez elles, qui n'ont plus cette envie-là et qui aujourd'hui sont obligées de partir, notamment dans des grandes villes ou des villes de moyenne importance, et de quitter les lieux de vie où elles ont été, pour certaines, pendant 40 ans, 50 ans. Et ça, je trouve que c'est une des questions qu'il faut absolument qu'on se pose et qu'on regarde de près. Alors,
pour vous dire, je suis un ancien travailleur social, je suis une ancienne éducatrice. Hein. Donc toujours je travaille bénévolement sur un écolieu avec des jeunes qui sont en train de construire et donc je suis en soutien d'eux. Mais moi, c'est une des questions que je me pose. J'ai fait partie du conseil des sages de cette commune, je l'ai quitté parce que n'étant pas originaire, moi, de la commune, je n'avais pas non plus la parole parce que ah oui, mais vous n'êtes pas d'ici, donc vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, je ne suis pas la seule à le vivre. Hein, et je me pose quand même beaucoup de questions sur comment est-ce que tous ensemble, on peut évoluer sur ce genre de questions et comment ne pas laisser des personnes d'un certain âge complètement isolées, se débrouiller, parce qu'elles n'ont pas accès. Moi, quand je vois un habitat participatif sur Saint-Nazaire, où il était possible qu'il n'y ait qu'une seule personne de 65 ans, de plus de 65 ans, on parle d'intergénérationnel, mais il n'y avait qu'une seule personne de plus de 65 ans qui pouvait faire partie de ce collectif. Ça me pose question quand même. Je ne sais pas quel est le projet de Saint-Nazaire. Moi, j'en connais un où ils sont tous à 60 ans et plus pour le moment. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Ouais, ok. Et après, effectivement, sur les zones à forte tension, donc le littoral, les grosses agglos, ce qui se développe en ce moment, c'est les offices fonciers solidaires. Donc c'est une des réponses, c'est qu'on n'achète plus le foncier. Donc à partir du moment où la collectivité arrive à récupérer du foncier, à avoir une politique de préservation du foncier, l'office foncier prend le relais et l'opération après peut se décliner en locatif social ou en accession sociale, mais dans le cadre d'un foncier qui lui reste maîtrisé, qui lui reste propriété de l'office. Donc il y a des formules qui permettent de contrer un peu ces envolées de prix, en tout cas sur le foncier. Ça n'empêche pas qu'ils aient envolé de prix aussi sur les matériaux, sur la construction, c'est un autre problème. Mais voilà. Donc peut-être que je sais que en tout cas sur le littoral guérandais, il y a un OFS qui doit se monter. Côté de Pornic, je ne sais pas, mais voilà, peut-être c'est des solutions qui pourront permettre de répondre à cette question de si je veux déménager de chez moi et rester dans la commune où j'habite, comment je fais s'il n'y a pas d'offre, quoi. Voilà. Ou une offre en tout cas accessible. Moi, j'ai l'impression qu'on mange un peu le repas froid d'il y a une semaine, en fait, avec cette histoire de... Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre adaptée pour des seniors qui voudraient vivre en intergénérationnel ou autrement. En fait, il n'y a rien qui a été mis en place depuis des années à part l'EHPAD. Il n'y a pas d'autre solution. Donc aujourd'hui, tout le monde se réveille en se disant, ben oui, il faudrait vieillir autrement. On a envie de vieillir autrement. Les élus commencent à se poser plein de questions et tout ça. Les lois aussi. Mais ça prend vachement de temps. Et on est en plus en France, malheureusement. Du coup, c'est long, en fait. Et il faut accepter que c'est long. Et du coup, il faut expérimenter, chercher... il y a des choses qui vont pas fonctionner, pas pour tout le monde. Il y a aussi plein d'habitats seniors qui fonctionnent. Il y a plein de logements intergénérationnels qui fonctionnent aussi. Là, la semaine dernière, je disais à Rennes, il y avait une journée visite-débat sur les habitats participatifs adaptés au vieillissement. Et il y avait des personnes de 90 ans qui habitaient dans ces lieux et qui vivaient de manière complètement autonome, qui étaient impliquées depuis le début du projet. Et c'était pas une personne sur 15 foyers, c'était 4 personnes qui étaient seniors, de différentes générations des seniors. Et ça fonctionnait super bien. Donc il y a plein de clés. C'est soit s'insérer sur des projets existants. Donc là, on parle de Happy Cop sur le territoire qui est plutôt dans l'habitat inclusif. Soit c'est aller vers des bailleurs sociaux qui proposent déjà des offres qui sont en cours où il y a des cycles de sensibilisation pour recevoir des nouveaux habitants. Soit c'est monter un projet aussi, parce que effectivement nous on se posait la question dans notre projet d'habitat, on était 4 foyers de trentenaires on va dire, plutôt un peu tous semblables comme tu disais tout à l'heure, et en fait on s'était jamais posé la question d'accueillir des personnes d'autres générations. C'était comme ça, hein, ça s'est fait comme ça, c'était les copains, c'était les valeurs qui nous rassemblaient, on s'est jamais posé la question. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'habitats participatifs, c'est que les gens, en fait, ça se fait, en fait. Donc, je pense qu'on peut pas jeter la pierre, en fait, à qui que ce soit. Et effectivement, j'entendais dans des groupes d'habitat partagé aussi que souvent on demande, ça s'appelle la cooptation, c'est quand on choisit les personnes qui vont venir habiter, on demande plutôt des familles. Parce que c'est vivant, parce que c'est du gros logement, donc effectivement il y a cet aspect financier et c'est réducteur. Mais voilà, faut justement peut-être réunir toutes ces personnes autour qui se disent « Bah non, moi je suis pas une famille, je suis une personne seule par exemple, comment je fais quoi ?»
Ouais. Non, je voulais juste compléter ce qui était dit, c'est-à-dire effectivement la plupart des projets, en tout cas que moi je connais, soit pour les avoir accompagnés, soit pour les connaître, l'intergénérationnel il est de fait et il est de plus en plus prégnant même. Après, parfois il y a la question de la taille, c'est-à-dire parfois sur des petites opérations, vous démarrez avec des jeunes, mais finalement vous finissez avec des jeunes. Vous démarrez avec des soixantenaires ou plus, et le recrutement va faire que rapidement vous allez vous retrouver effectivement qu'entre retraités, seniors, etc. C'est le cas des petits projets. Plus on a une... Bon, mais c'est pas toujours le cas non plus, mais voilà, mais ce que je constate, quoi. Et plus on a une certaine taille de projet avec le travail qui est évoqué donc sur la commune de l'Agglo de Nantes, où on a réfléchi à un montage, une opération, etc. Là, ça permet peut-être de mieux réfléchir. Comment on met en œuvre la mixité, parce que on le met en place dans la programmation et on réfléchit à l'avance, quoi. Je pense à un projet que j'ai accompagné à Guérande, il n'est pas parfait dans le sens où il y a le volet participatif sur la partie du locatif social n'a pas été intégré, on n'a pas réussi à convaincre le bailleur d'y aller, et maintenant ça commence à se faire, mais il y a quelques années c'était encore compliqué. Mais c'est une opération, hein, donc ils sont 9 en participatif, ils sont en intergénérationnel, et ils sont associés avec un opérateur social pour acheter le foncier ensemble, pour faire de l'accession sociale pour certains d'entre eux, et puis pour permettre aux locataires qui connaissaient d'intégrer le projet locatif qui est à côté. Donc il y a une pensée collective, donc l'aménageur, le collectif d'habitants, le choix du bailleur, le travail avec le bailleur. Voilà. Parfois, on peut monter une opération qui permet de répondre à pas mal de besoins. Donc, mais il faut mettre le partenariat en place. C'est ça, en fait. Moi, j'avais juste envie de rebondir sur la notion de temporalité que tu partageais. Parce que... moi, je peux voir aussi que là, depuis 3 ans, il y a une accélération du changement sociétal lié à la crise sanitaire et de changement de paradigme où beaucoup de gens ont pris conscience de choses et qu'en fait, ça fait que 3 ans, en fait. Et que les envies sont là et donc les gens ont envie que ça se passe et ça s'ancre dans la matière, mais qu'effectivement, tout prend du temps, en fait. Et c'est de reparler de cette notion de temporalité et d'être ici et maintenant, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mais effectivement, les gens qui sont dans l'urgence, pour des raisons qui leur appartiennent, hein, là, des fois la peur, des fois l'inconfort, ben, c'est pas simple d'accueillir ça, quoi. Et comment, et je reviens toujours au même truc, comment en chacun vous allez accueillir ce lâcher-prise au niveau de la temporalité, parce que c'est aussi très important, quoi. Parce que même dans un collectif, là je digresse un peu, mais parce que des fois on a envie, on pose un truc, mais en fait des fois ça va mettre 6 mois, 1 an à ce que ça prenne dans la matière. Et donc c'est aussi accepter cette temporalité-là qui des fois ne dépend pas de nous, et surtout dans l'habitat, vous êtes confrontés, nous un peu, mais vous beaucoup plus, aux collectivités. Et comme tu disais, en France, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais je crois quand même on a un pays qui est très administratif, c'est lourd, c'est compliqué. Et sur les projets d'écolieux et aussi sur l'habitat participatif et inclusif comme lequel on parle depuis tout à l'heure, en fait on touche vraiment plein de secteurs différents dans l'administration française, et c'est complexe des fois de faire discuter tout le monde parce que chacun a son prisme et veut défendre ce qu'il a à défendre, quoi. Et du coup, Irma, on discutait un peu tout à l'heure aussi de cette question de temporalité, et notamment pour ces personnes seniors qui sont peut-être plus pressées que les autres. À 75 ans, un projet qui prend 5 ans à se monter, c'est pas la même chose que quand on a 30 ans. Oui, mais du coup, est-ce que le projet doit aller plus vite parce qu'on a les années comptent et qu'on veut vivre vite, ou est-ce qu'il faut juste apprendre à anticiper? En fait, je pense que c'est ça aussi, on en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, c'est nouveau d'anticiper son vieillissement, d'anticiper sa manière de vivre, même à tout âge, finalement. Ça marche aussi pour n'importe quel habitat participatif et habitat classique. Et du coup, c'est ça, c'est en fait, est-ce qu'à 80 ans, on se dit, tiens, ça y est, je peux plus vivre chez moi, je peux plus utiliser mon épaule, en plus, du coup, je peux plus prendre ma voiture, donc je peux plus aller faire les courses, donc je suis dépendant de ma voisine qui, elle aussi, a un problème de santé, et puis, et patati et patata, et mes enfants habitent loin, parce que vous comprenez, maintenant, l'emploi, c'est plus dans les campagnes. Et bien, en fait, ce discours, on l'entend tout le temps, et je pense qu'effectivement, peut-être que faut anticiper, et là, pour l'instant, j'anime beaucoup d'animation en espace public sur les places de village, les jours de marché sur des questions d'habitat et de vieillissement. Et la plupart des personnes que je rencontre qui ont plus de 60 ans, on va dire, eh ben, elles sont dans un déni total, en fait, de leur situation et de « Ah ouais, demain, il faut que je pense à comment je vais habiter ».
Et c'est un truc qui est hyper récurrent et c'est tellement le déni que je perçois de la peur, en tout cas j'imagine. Elles se sentent pas concernées, elles parlent de leurs parents, elles me disent ah ouais ce serait bien ça pour ma mère. Non mais en fait je parle de vous là en fait. Alors je leur dis pas ça comme ça bien entendu, je leur dis pas juste tout simplement, mais au moins d'ouvrir un peu les pistes, poser les bonnes questions. Une anecdote pour rebondir, mais c'est exactement ça. J'avais accompagné un collectif à côté de Brest. Ils avaient tous plus de 60 ans et ils ne se voyaient pas dans le projet. C'est-à-dire qu'ils voulaient monter le projet et ensuite louer les logements, le temps qu'eux, après, se disent quand j'aurai 70, 75. Et je leur ai dit, mais le temps qu'il se fasse, ça se trouve, voilà, vous aurez envie d'y aller. Et puis, il vaut mieux lâcher, profitez-en de ce projet, donc lâchez là où vous êtes, commencez à lâcher là où vous êtes, c'est jamais facile de partir, mais vous avez 3, 4, 5 ans pour le temps que le projet se fasse, pour commencer à préparer la transition. Donc, voilà. Et alors que si vous allez y habiter à 75 ans, qu'est-ce qui vous reste derrière? Enfin, c'était bizarre. Donc on a effectivement, les gens se sont mis dans les logements. Bon, voilà. Et puis maintenant, il doit être en fin de chantier, il doit être même livré maintenant. Ouais. Moi, je vais changer de tranche d'âge et en fait, c'est ce que tes propos ça m'a fait tilt. Parce que nous, on a des ados sur le lieu, dont mon fils aîné moi, ils ont tous les 3 grandi sur le lieu et mon fils aîné va avoir 18 ans cette année. Et depuis 16 ans, il fait partie, à part égale avec les adultes, en fait, dans les instances de force de proposition et tout. Les plus jeunes font partie aussi de nos cercles, mais n'ont pas une force de proposition comme un adulte. En tout cas, il y a des différences. Il y a un an, en fait, il s'est dit, il est venu me voir, il me dit, maman, je me pose la question, est-ce qu'à 18 ans, en fait, je vais être obligée de partir? Et c'était violent, enfin, pour moi c'était violent, je me suis dit, mais d'où te vient cette idée et tout? Il dit, parce que je ne sais pas encore quelle place dans le pulse de l'écosystème du lieu et de ses activités, en fait, je ne sais pas encore quelle place j'ai envie de prendre ou qu'est-ce qui m'anime moi en tant qu'individu, quoi. Donc c'est aussi, les lieux la plupart du temps ils sont un peu plus récents, mais c'est nos enfants, quelle place ils vont prendre, parce qu'eux ils sont nés là, mais est-ce que, moi je lui ai dit tu peux partir si tu as envie, c'est surtout ça, moi tu es surtout mon enfant, donc en fait je te mets pas à la porte non plus, quoi. Mais c'est judicieux ce que tu dis, de comment on anticipe tout ça, comment on en parle et comment on le déconstruit aussi, et comment on se projette, quoi. Petite minute larmoyante, moi j'ai vécu en communauté quand j'étais jeune pendant 15 ans et j'ai détesté ça. On m'a jamais donné cette place justement. On s'est jamais dit tiens il y a des familles, ce serait bien qu'on adapte le lieu, donc il n'y avait pas de salle pour jouer, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur. Quand j'ai passé il y a un espèce de petit examen là d'informatique au collège, je savais pas allumer l'écran. C'était hyper emmerdant et j'en ai toujours voulu, j'en veux toujours d'ailleurs à mes parents et à tous les gens de cet entourage de communauté-là de m'avoir fait subir ça parce qu'en fait c'est horrible quoi de ne pas s'adapter aux gens qui vivent dans un lieu. Est-ce que d'autres d'entre vous ont des questions? ont des questions? J'ai une petite question sur la stratégie de résolution de conflits, en particulier lorsqu'il y a de la mixité et particulièrement quand il y a des personnes en plus, comme vous avez dit, neuroatypiques, avec des TDAH et ainsi de suite. Et comment vous gérez les conflits? Est-ce que vous adaptez à la personne? Est-ce que vous avez des choses qui reviennent souvent? Stratégie de résolution de conflits. Du coup, nous on a un système restauratif déjà, on encourage beaucoup le 1 pour 1, l'interpersonnel en premier, ce qui est, dans ce que j'observe, il y a plein de petits pissenlits, c'est joli, mais ça décore les cheveux. Ah mince, c'était une chenille là. C'est joli aussi. Mais l'interpersonnel, des fois, reste très complexe aussi, suivant où on en est individuellement. Et après, on a tout un process avec le chef sociocratique, un médiateur extérieur, on a 2 facilitateurs extérieurs aussi. On essaye, Ludovic il en a parlé ce matin, de main en main, mais on n'attend pas qu'il y ait des conflits en fait. On a vraiment des zones aussi, des espaces. On a un jardin de la parole 1 fois par mois qui est animé par une facilitatrice extérieure, pour pas que l'un de nous ait la double casquette, animer et aussi pouvoir partager des choses. En fait, on essaye d'anticiper. Après, ce que j'entends aussi souvent, juste pour finir sur le système restauratif,
On a aussi un coach extérieur, un thérapeute. Donc on a déjà eu des thérapies de binôme, par exemple. Parce que comme je disais ce matin, il y a du 1 + 1, ça fait 3. Et donc comment on chérit et comment on reconstruit les ponts dans une relation quand il y a des tensions et comment on en grandit en fait de manière individuelle. Et en ce moment, on est en coach, on est suivi par un coach dans le collectif pour vraiment. C'est pas de la thérapie, c'est sous-jacent, j'ai envie de dire, mais c'est pas l'objectif. On est vraiment là pour poser des choses et être accompagné là-dessus, quoi. Donc nous, on va très loin et on y met un budget aussi, et c'est voulu, parce qu'on trouve que c'est la base, en tout cas, dans un fonctionnement dans le quotidien. Par rapport à... Là, tu parlais de la neuroatypie. De manière générale, je pense qu'on dans notre fonctionnement... ce qui peut être complexe, on l'évoquait tout à l'heure, c'est que là où nous, on n'est pas fermé, mais où naturellement, notre fonctionnement qui est très en arborescence et très organique, en fait, ne va pas convenir, moi c'est le sentiment que j'ai, à des neurotypiques. Et que naturellement, en fait, ils ne restent pas longtemps. Voilà, ça se fait, des fois, peut-être violemment, je dis c'est de la sélection naturelle, mais il y a vraiment ce truc, c'est pas qu'on ne veut pas, hein, c'est que naturellement, c'est surtout avec les woofers qu'on voit ça, au bout de 3-4 jours, ils se sentent vraiment pas bien, parce qu'on ne pose pas de cadre, on est tous autonomes, comme on utilise la permaculture humaine comme concept, en fait on ne donne pas d'horaire, on a un tableau des tâches, parce qu'une fois par semaine on a des cercles opérationnels, et chacun a une référence, donc on pose les besoins humains qu'on a, et en fait les personnes qu'on accueille, voilà, ils gèrent leurs horaires, leur fatigue, et on les invite à écouter leurs besoins, et puis, il faut qu'ils se positionnent aussi sur ce qu'il y a à faire. Et ça, déjà, pour beaucoup de gens, c'est complexe. C'est très, très complexe. Donc là-dessus, en fait, voilà, on sait qu'on a un fonctionnement très particulier et qui, naturellement, ne va pas convenir à tout le monde et des fois aux neurotypiques. Mais c'est pas voulu, quoi, en tout cas. Voilà. Allez, juste petite réflexion. Si c'est un projet professionnel, du coup, là, moi, je fais plutôt appel aux proches aidants de la personne concernée ou voire des accompagnements médicaux. En fait, des personnes qui les suivent, que ce soit éduques, infirmiers, soignants, soignantes, n'importe du coup, parce que c'est la personne en fait référente qui va bien connaître cette personne. Juste, j'avais envie de compléter aussi, parce que souvent, le conflit aujourd'hui dans les lieux, il est vu comme quelque chose de pas sain. Parce que ça nous confronte à nous-mêmes. Il y a des conflits sains en fait, parce qu'on a des points de vue, l'autre en face a un point de vue, et c'est comment on se rejoint ou pas, et comment on accueille le fait qu'on ne se rejoigne pas. Parce que moi j'ai souvent l'habitude de dire je philosophe avec les autres, parce qu'en fait c'est pas des débats, par exemple moi je ne débat pas parce que je cherche pas à convaincre l'autre, en fait c'est du partage d'idées, et c'est comment on déconstruit ça aussi. Moi j'ai été faire une initiation aussi en thérapie sociale de Charles Roseman, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas je vous invite à voir, où en fait on arrive à poser comment on gère les conflits, en fait, justement comment on les accueille et comment on va tous en grandir. Et c'est important aussi, je vous invite beaucoup dans le cadre de la gestion de conflits à déconstruire le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, parce que ça, si on ne l'a pas déconstruit, les conflits sont très éprouvants à vivre, parce qu'on pense que l'autre est responsable de ce qu'on est en train de vivre, alors qu'en fait, il va juste appuyer sur des boutons qu'on n'a pas réglés. Parce que sur une même thématique, on peut avoir 5 personnes devant nous, les mêmes ne vont pas réagir à ce qu'on est en train de poser, alors qu'on le dit avec la même énergie et avec les mêmes mots. Et donc, en fait, c'est comme ça. On appuie des fois sur les boutons des autres, et c'est juste de se dire comment j'en grandis. Là, moi, c'est pas confortable pour moi. Qu'est-ce que ça vient me dire à moi, en fait, et comment j'arrive avec le temps, parce que des fois ça se répète, à en grandir et comprendre ce qui s'actionne chez moi, quoi. Et on va peut-être prendre une dernière question parce que c'est bientôt l'heure. Ouais. Ouais, c'était juste une question de définition. C'est quoi neurotypique et neuroatypique ? Alors moi j'aime bien le mot neuroatypique, parce qu'en France c'est très connoté quand on dit surdoué ou HPI, haut potentiel intellectuel. C'est une manière de penser souvent qu'on dit en arborescence, qui concerne un pourcentage de la population. Moi je retrouve beaucoup de gens comme ça dans les écolieux, dans le milieu de la permaculture, parce que c'est des pensées holistiques en fait, où on va naturellement, par exemple notre lieu, moi j'ai appris qu'on avait fait de la permaculture. Il est conçu avec les principes de la permaculture. C'est-à-dire que naturellement, quand on a créé le lieu, on a pensé éco-habitat,
comment on habite de manière respectueuse dans notre environnement. Donc on a fait une extension sur une longère en ossature bois-paille en 2006, donc ça commence à remonter. Comment on gère notre énergie, comment on gère l'eau, comment au niveau de notre culture, enfin nous on parle breton, enfin une partie parle breton, mes enfants parlent breton, comment nous en Bretagne on respecte notre culture. Comment au niveau sur le lieu par exemple on a des séjours de vacances, on a intégré les pédagogies dites actives, Steiner, Montessori, Freinet et tout ça dans nos séjours de vacances et dans notre manière d'accueillir les enfants. Après comment dans la santé et le bien-être au quotidien on prend soin de l'humain. Alors il y en a qui parlent de méditation, de yoga, mais il y a plein de façons de prendre soin de nous et comment on l'applique sur le lieu. Comment au niveau finance et économie on s'inscrit sur notre territoire. Pendant un moment on avait envie de passer sur un CEL, un système d'échange local, ou voire d'aller sur la June qui est la crypto-monnaie libre. Enfin, voilà comment c'est inscrit sur le lieu. Notre gouvernance, qui est une gouvernance partagée, l'accès au foncier. Donc, on voulait faire une SCI citoyenne, société civile immobilière, mais finalement, on va passer sur une fondation. Et comment, après, la partie agricole ou agroécologique ou potager, pour être plus simple, est gérée sur le lieu, parce qu'on est sur une ferme de 24 hectares et on a aussi un potager de 4000 m². Et comment ce potager est vivrier pour nous, quoi. Donc, c'est tous ces aspects-là que souvent les personnes neuroatypiques ont plus facilement accès. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas, mais en tout cas, c'est plus facile et plus simple pour les personnes neuroatypiques, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Pas tout à fait. D'accord, ça marche. Mais voilà, c'est un peu... Moi, souvent, je prends cet exemple-là parce que ça vient naturellement, quoi, pour quelqu'un qui est neuroatypique. Voilà. Dans l'administration française, on utilise aussi le terme « penser en silo » pour les gens qui sont neurotypiques. C'est-à-dire qu'en fait, tout est cloisonné, quoi. Voilà. Du coup, c'était une question assez courte. Voilà. Si quelqu'un a envie d'en poser une dernière, n'hésitez pas. Et puis sinon, donc il y a une autre table ronde dans 4 minutes. Donc voilà, on peut aussi... je ne veux pas vous frustrer s'il y avait une dernière question, mais sinon, on va s'arrêter là. J'attends un peu pour voir. Eh ben, merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir vos retours, très riche de voir aussi le côté plus théorique, pratique, et très concret de la vie au quotidien sur ces questions-là. Et n'hésitez pas pour celles et ceux qui ont des questions peut-être un peu plus privées et qui ont envie. Je pense que si les intervenantes sont encore disponibles, qui pourront y répondre. Merci. Et merci d'avoir animé.